Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien ce dimanche matin. Eh bien, l'actualité cette semaine est marquée par une déclaration à brûle-pourpoint faite par le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, lors d'une assemblée citoyenne qui était prévue pour que le Premier ministre vienne entretenir les jeunes de la nécessité de pratiquer le sport dans une ambiance saine, sans harcèlement, sans drogue, etc. Ne voilà-t-il pas qu'un jeune Haïtien s'est introduit à cette assemblée citoyenne pour poser une question toute simple en apparence au Premier ministre Justin Trudeau. Ce jeune a commencé par féliciter le Premier ministre du Canada pour le travail accompli afin d'aider le peuple haïtien à se sortir de l'insécurité. Et là, il lui lance la question, qu'est-ce que le Canada peut faire de plus pour résoudre la crise de l'insécurité en Haïti? Et c'est là que le Premier ministre Justin Trudeau, qui n'a sûrement pas été briefé par son équipe, car il ne s'attendait pas à une question de nature politique dans une assemblée de jeunes où on était censé parler de sport. Or, à cette question à teneur politique, le Premier ministre, qui n'est pas briefé, y est allé d'une déclaration à brûle-pourpoint, d'une déclaration dans laquelle il a révélé deux choses. Première chose, c'est un fils de Pierre Elliott Trudeau, c'est-à-dire un Trudeau va quand même garder une certaine distance vis-à-vis de la politique étrangère des Américains. Ne l'oublions pas, Pierre Elliott Trudeau, c'est quand même l'ancien Premier ministre du Canada qui avait fait un doigt d'honneur au président américain d'alors, Richard Nixon, lorsque ce dernier lui avait demandé de prendre ses distances face, n'est-ce pas, au leader de Cuba, Fidel Castro.
non seulement ne s'est-il pas interdit d'aller voir, n'est-ce pas, Fidel Castro. Il a fait le voyage pour aller voir Fidel Castro. Il lui a amené ses enfants et les archives gardent, n'est-ce pas, le souvenir de cette photo dans laquelle on voit Fidel Castro tenir, n'est-ce pas, le bébé Justin Trudeau, celui qui est devenu aujourd'hui, n'est-ce pas, le Premier ministre du Canada. Donc, il y a deux choses à retenir, c'est que cette déclaration révèle que Justin Trudeau demeure un Trudeau, en ce que un Trudeau va toujours garder une certaine distance, voire une distance certaine vis-à-vis des Américains en ce qui a trait à la politique étrangère. Mais la deuxième chose à retenir, c'est qu'il y a un désaccord profond entre la manière dont le Canada compte s'y prendre pour aider à résoudre la crise de l'insécurité en Haïti et la manière dont les États-Unis s'y prennent, n'est-ce pas, pour, et je pèse mes mots, maintenir une ambiance d'insécurité en Haïti afin d'aider à des causes idéologiques. Nous allons donc consacrer la première partie de l'émission à analyser ce désaccord, à analyser ce dissensus entre, d'une part, la vision du Canada, les actions que le Canada pose afin de parvenir, n'est-ce pas, souhaite-t-il, à résoudre le problème d'insécurité en Haïti et les actions que les États-Unis posent ou ne posent pas afin de maintenir une ambiance d'insécurité au pays. Mais la déclaration de Trudeau révèle aussi autre chose. La déclaration de Trudeau révèle comment, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, la communauté internationale refuse de se blâmer elle-même. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, la communauté des nations malveillantes, entendons les États-Unis, le Canada et la France, refusent encore de se montrer, enfin de se pointer comme l'une des responsables de l'insécurité. Trudeau y est allé d'une déclaration intéressante. Quant aux raisons qui expliquent l'insécurité en Haïti, il n'a pas tout dit parce que s'il avait tout dit, il serait forcé de reconnaître que le Canada détient une large part de responsabilité dans la crise actuelle qui sévit en Haïti en matière d'insécurité. Accord, désaccord, consensus, dissensus, Trudeau, nombre-effet qui va d'une déclaration spontanée, nous avons quelques révélations à vous faire aujourd'hui. Mais au-delà de cette analyse, nous devons nous concentrer sur ce que nous, peuple haïtien, pouvons faire pour nous en sortir, car, j'aime à le répéter, la crise d'insécurité est d'abord une crise politique. Aussi longtemps que nous avons l'équipe d'Ariel Henry en place, aussi longtemps que nous avons un gouvernement qui se précipite à ne rien faire et qui se contente de réclamer une invasion militaire, l'insécurité ne va pas se résoudre. Donc, pour résoudre le problème d'insécurité, il faut l'attaquer à sa source. On a un problème d'insécurité parce qu'il y a une commande politique pour l'insécurité. On a un problème n'est-ce pas, d'insécurité en Haïti, parce qu'il y a une commande politique pour ne pas s'attaquer aux bandits que l'on voit, donc ceux que j'appelle moi les utilisateurs des armes de guerre dans cette crise, mais il y a aussi et surtout une commande politique pour ne pas s'attaquer à ceux qui achètent ces armes-là aux États-Unis, n'est-ce pas, qui les font entrer à la barbe de la Homeland Security en Haïti, qui font entrer des munitions. Ces gens-là aussi, tout le monde les connaît, mais personne ne les blâme, personne ne les punit. J'ai reçu au milieu de la semaine dernière quelqu'un qui s'y connaît en matière de sécurité pour avoir été le commandant de l'une, si vous voulez, des forces tactiques de la défunte armée d'Haïti, forces tactiques, n'est-ce pas, au nom redoutable, le corps des léopards, forces tactiques, si vous voulez, de sinistre mémoire, je parle comme haïtien, n'est-ce pas? Le corps des léopards doit, si vous voulez, porter le blâme pour tant de gestes de répression vis-à-vis du peuple haïtien, mais toujours est-il que son ancien commandant
le colonel Himmler Ebu, colonel à la retraite, que j'ai reçu sur mon plateau cette semaine, y est allé de plusieurs déclarations encourageantes, dont celle-ci. S'il y avait une autre équipe politique à la tête de ce pays, s'il y avait un véritable ministre de la sécurité publique en Haïti, le problème de l'insécurité serait résolu en 3 mois. Vous entendez ça? En 90 jours. Vous et moi ne sommes pas des professionnels des armes. Lui, c'est un professionnel des armes. Lui-même connaît le terrain. Quand il est sur un plateau et qu'il fait une telle déclaration, à savoir que s'il y avait une autre équipe politique, s'il y avait un véritable ministre de la sécurité publique dans ce pays, ce qu'on appelle, à tort ou à raison, la crise de l'insécurité en Haïti serait résolue en 3 mois. En sorte que, de 2 choses l'une, soit que le colonel Himmler Ebu ment, pourquoi le ferait-il? En tout cas, je tends à lui faire confiance puisqu'il connaît cela, soit que l'équipe que les États-Unis, le Canada, la France, bref, le corps groupe a placé à la tête de ce pays, soit que cette équipe n'a absolument aucune volonté de résoudre la crise d'insécurité. Donc, la crise d'insécurité demeure à sa source une crise politique. Quand on veut résoudre un problème, on ne s'attaque pas à ses symptômes, on s'attaque à ses causes premières, on s'attaque à ses sources. Et c'est ce dont je vais vous parler à l'émission de ce matin. Vous l'aurez compris, vous avez besoin de toute votre tête, vous avez besoin de toute votre attention pour passer cette bonne heure avec nous. Vous en connaissez le rituel, vous en connaissez la recette. Une bonne tasse de café haïtien chaud, une bonne tasse de chocolat, une bonne tasse de thé, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Restez là, je vous reviens après la pause que voici. À tout à l'heure. Opération Grâce pour Haïti, le marathon de la charité, de la foi, de l'espérance et de l'indépendance qu'a frappé votre conscience aujourd'hui pour venir protécoller dans la renaissance de la nation haïtienne. Plan d'action, c'est un projet jardin agriculture dans 7 départements géographiques pays, ouest, centre, Atibonite, nord, Nip, sud-axe, sud-est. 7300 citoyens capables de bénéficier d'une activité rentable. Projet a coûté 52 millions de gourdes, équivalent à 425 000 $ US. Participation par an, c'est $1 par semaine, soit $52 par année. La participation 1 million haïtiens font ça capable de récolter pour la réussite de ce projet. Ça a un véritable cadeau pour 219e anniversaire indépendance pays d'Haïti. Pour participer activement au projet SILA, on soit bas contribution Paul, il est 908 560 2017. 908 560 2017. Ou capable de visiter tout site internet Opération Grâce for Haiti.us. Opération Grâce for Haiti.us. Ou capable de contribution online. Voilà. Avant la pause, on s'était promis de commenter cette déclaration à brûle-pourpoint, cette déclaration spontanée d'un Justin Trudeau non briefé, je l'ai dit au début de l'émission, qui s'attendait à répondre à des questions de nature sportive. Je rappelle le contexte, je vous ai habitué à ces 2 paramètres importants. Quand on fait une analyse politique, il faut toujours regarder le timing, dans quel moment la déclaration a été faite et surtout dans quel cadre cette déclaration a été faite, le timing et le framing. Commençons par le framing. Eh bien, Justin Trudeau, qui est à la tête d'un gouvernement minoritaire, donc il a besoin de l'appui d'au moins un autre parti pour se maintenir au pouvoir. Or, pour se maintenir au pouvoir, il a dû faire alliance avec un parti de centre-gauche, le NPD, et donc il va surveiller chacune de ses actions en matière de politique locale, chacune de ses actions en matière de politique étrangère, d'autant que la politique étrangère, c'est toujours une projection de la politique locale. Donc, Trudeau n'est pas à la tête d'un gouvernement majoritaire
où il peut tout faire sans rendre compte à ses adversaires politiques. Non, il est strictement surveillé par ses adversaires politiques. Et dans un contexte où le chef de l'opposition officielle, le chef du parti conservateur, qui est un parti de droite très proche des États-Unis, dans un tel contexte, Trudeau doit faire attention. S'il est trop à droite, eh bien le NPD qui lui a donné jusque-là son appui peut le lui retirer. Et s'il est trop à gauche, n'est-ce pas, eh bien il y a une frange de l'électorat qui est acquise au parti conservateur qui risque de lui être de plus en plus aliéné. Or, pour être élu ou pour être réélu, n'est-ce pas, à tout moment, car le gouvernement Trudeau peut tomber à tout moment. Il suffit que le NPD lui retire son accord et il tombera. C'est sûrement pas le Bloc québécois. Je vous introduis dans un contexte de politique locale canadienne, mais vous en avez besoin pour comprendre, n'est-ce pas, le framing de la déclaration de Justin Trudeau. Or, ce n'est pas, dis-je, le Bloc québécois qui va voter dans le même sens du Parti libéral pour maintenir Justin Trudeau au pouvoir. Donc, Trudeau doit danser le tango toujours avec le NPD, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il pose des gestes trop à droite, car s'il le fait, le NPD lui retire, n'est-ce pas, son appui, et lorsqu'il est trop à gauche, eh bien, il va s'aliéner une frange de l'électorat canadien qui ira, si vous voulez, tout droit dans les bras du Parti conservateur. Donc, il faut qu'il fasse montre à chaque fois d'un difficile jeu d'équilibriste. Or, c'est justement dans ce contexte de gouvernement minoritaire que Trudeau, dont le pays en matière de sport est pris dans un scandale, des jeunes qui sont harcelés par leur propre coach, des jeunes qui subissent, si vous voulez, des agressions sexuelles, donc ils sont agressés par ceux-là qui sont censés être là pour les protéger. Alors Trudeau s'est rendu à Montréal dans un quartier d'immigrants, n'est-ce pas, habité par des Haïtiens, des Arabes, etc., pour encourager les jeunes à continuer à faire du sport, mais dans un contexte sain, S-A-I-N. Et là, répétais-je, le Premier ministre a été briefé pour parler de sport. Ne pensons pas qu'un politicien, c'est quelqu'un qui maîtrise tous les dossiers tous les jours. D'abord, c'est impossible d'imaginer cela pour un humain, mais de deux, c'est parce qu'un Premier ministre, il est briefé à l'aide généralement d'une note de 2 pages. Je me rappelle, quand j'étudiais en relations internationales, eh bien, on nous montrait comment on briefe un Premier ministre. Et moi-même, n'est-ce pas, ressortissant haïtien qui pensait qu'un ministre était censé maîtriser tous les dossiers, eh bien, j'étais surpris de voir que 9 fois sur 10, un ministre va donner une conférence de presse, il va répondre aux questions de la presse sur la base d'une note de 2 pages. Et on nous interdisait d'écrire plus que 2 pages parce que un ministre n'est pas censé retenir plus qu'une note qui se tient sur 2 pages. Imaginez. Alors, le Premier ministre du Canada est briefé, n'est-ce pas, au rythme de notes de 2 pages. Sauf que là, il devait parler de sport. Dans un quartier habité majoritairement par des immigrants, et donc là, on lui a organisé une assemblée citoyenne, une town hall, comme disent les anglophones, et il s'attendait à répondre à des questions sur le sport. Voilà qu'un jeune Haïtien très poli s'est présenté sur un ton, ma foi, très neutre. Il a commencé par féliciter le Premier ministre du Canada pour les actions que le Canada entreprend en matière de sanctions, en matière de surveillance de l'espace aérien, en matière de surveillance des eaux territoriales haïtiennes. Vous savez, vous connaissez l'adage du corbeau et le renard, n'est-ce pas? Quand on veut que le corbeau lâche le fromage, mais il faut le flatter un peu. Donc, le jeune a flatté Justin Trudeau. Et je ne connais pas beaucoup de politiciens qui n'aiment être flattés, n'est-ce pas? Et donc, après avoir flatté Justin Trudeau pour les bonnes actions du Canada
en matière de tentative de résolution de la crise d'insécurité haïtienne, disons-le comme ça. Le jeune y est allé de cette question toute simple: qu'est-ce que le Canada peut faire de plus pour aider à résoudre la crise? Et Justin Trudeau, non briefé, je le répète, y est allé d'une déclaration à brûle-pourpoint, d'une déclaration spontanée. Et là, on le voit. Il retrousse ses manches et on entend ce petit ton nasillard qui rappelle, n'est-ce pas, la voix de son défunt père. Et il dit, écoutez, la crise d'insécurité en Haïti s'explique de la manière suivante. 1. Vous avez une dizaine de familles, des oligarques, qui contrôlent la politique, qui contrôlent l'économie et qui n'ont absolument aucune sympathie pour la population haïtienne. Ce sont ces gens-là qui commandent des armes, ce sont ces gens-là qui nourrissent l'insécurité en Haïti. Très bien, Trudeau. Une dizaine, une quinzaine de familles. Hein. Tout le monde connaît ces noms. J'en ai parlé un petit peu il y a quelques mois, vous vous souvenez de cela, sur mon plateau, mais également sur le plateau de Télémétropole, qui est quand même une chaîne de télévision qui fait la promotion à bien des égards de ces oligarques-là. J'en ai parlé, dis-je, en octobre, lorsqu'il y avait cette fameuse crise du carburant en Haïti, parce que les terminaux, à partir desquels le carburant, si vous voulez, circule sur tout le territoire haïtien, étaient contrôlés par des bandits pour des questions de concurrence entre ces familles oligarques, mais une concurrence idiote et imbécile. Donc j'en ai parlé, tout le monde connaît, n'est-ce pas, ces 10 familles-là. Et là, donc, Trudeau a dit, la crise d'insécurité en Haïti s'explique par le fait qu'une dizaine de familles d'oligarques contrôlent tout, la politique, l'économie, et contrôlent la question d'insécurité parce que ces familles-là se font concurrence en armant, si vous voulez, de jeunes désœuvrés, en armant de jeunes qui n'ont pas d'avenir. On leur donne des armes pour aller attaquer d'autres familles qui, elles aussi, arment d'autres bandits. C'est essentiellement cela. En ceci, Trudeau a raison dans son premier paramètre. Et il ajoute, n'est-ce pas, la bonne façon de procéder, ce n'est pas en envoyant une armée étrangère. Hein. Les États-Unis veulent que Trudeau envoie, n'est-ce pas, quelques centaines, quelques milliers de soldats. Trudeau a dit non, ce n'est pas la bonne façon de résoudre le problème, car on y est déjà allé à plusieurs reprises. C'est quand même 10 missions étrangères qui ont failli en Haïti. Et la dernière fois, je pense que la MINUSTAH est restée quelque chose comme 15 ou 17 ans. Trudeau a dit non, ce n'est pas la bonne façon de résoudre. Il faut cibler les gens qui importent des armes et des munitions. Il faut cibler ces familles-là qui mettent les armes aux mains des jeunes. Il faut les sanctionner pour que ces familles-là ne puissent plus continuer à se livrer à leurs basses besognes. Et il ajoute, le Canada a fait sa part. Le Canada y est allé d'une liste de gens à sanctionner, d'une liste, n'est-ce pas, sur laquelle on voit de nouveaux noms au rythme, autrefois, d'une semaine, mais désormais c'est au rythme d'un mois, au rythme de 2 mois, n'est-ce pas? Et là, il ajoute, nous, on fait notre part, mais les États-Unis, l'Union européenne, la France, ne font pas leur part. Waouh! Waouh! Si vous prenez le temps de revenir à mes autres présentations hebdomadaires, j'ai démontré comment, dès que les États-Unis se sont aperçus que le Canada a commencé à mettre sur sa liste de sanctionnés des politiciens qui ont soit la résidence américaine, des politiciens qui ont soit la citoyenneté américaine, les États-Unis nous ont sorti, si vous voulez, une grosse bêtise, à savoir, il nous est plus facile à nous, les États-Unis, qui sommes un pays de droit, de sanctionner les étrangers. Pas sans rire.
Il nous est plus facile de sanctionner Yuri la tortue qui n'a pas de résidence américaine. Il nous est plus facile de sanctionner Joseph Lambert qui n'a pas de citoyenneté américaine comme citoyen étranger. Suivez mon regard. Il est plus facile à un pays souverain étranger de sanctionner un autre citoyen étranger que de sanctionner ses propres résidents, que de sanctionner ses propres citoyens. Dès que j'ai entendu cette connerie, j'ai dit que c'était une grosse connerie, mais une très grosse bêtise. Et les Américains ne se soucient même plus de recouvrir leurs mensonges d'un vernis de bon sens. Le pire, c'est qu'il y avait des journalistes pique-assiettes pour répéter cette connerie sans la dénoncer. Imaginez. Il serait donc plus facile pour le Canada de sanctionner un ressortissant haïtien ne vivant pas sur le Canada, n'ayant pas la résidence américaine, n'ayant pas la citoyenneté américaine. Il serait donc plus facile pour le Canada de sanctionner une telle personne plutôt que de me sanctionner moi, Jean-Fils Aimé, qui vit au pays depuis plus de 34 ans, qui détient un passeport canadien. Voyons donc, à chaque État son droit et la loi d'un pays est faite normalement et d'abord, prioritairement donc pour ses ressortissants. Il est donc plus facile pour le Canada de me sanctionner moi qui vis sur le territoire canadien, qui suis résident canadien et qui suis citoyen canadien. Il est plus facile donc pour le Canada de me sanctionner moi plutôt que de sanctionner un ressortissant ou un résident étranger, car une fois que le Canada aura sanctionné ce citoyen ou ce ressortissant étranger, la question va se poser, mais comment ferez-vous, Canada, pour que ces sanctions-là se traduisent, n'est-ce pas concrètement, puisque ce citoyen, ce résident, ne vit pas chez vous? Alors, les États-Unis, dis-je, qui ne se soucient même plus de recouvrir, d'emballer, n'est-ce pas, leurs mensonges d'un vernis de bon sens, dès que les États-Unis ont vu que le Canada commençait à mettre sur sa liste de sanctionnés des gens comme Laurent Lamotte, avec raison, des gens comme Michel Martelly, avec raison, Laurent Lamotte qui réside aux États-Unis et qui a des investissements aux États-Unis. Michel Martelly, nous l'avons toujours dit, qui détient un passeport américain et qui vit, n'est-ce pas, en Floride. Dès lors que les États-Unis ont vu que le Canada inscrivait sur sa liste de sanctionnés des résidents et des citoyens américains, ils nous ont sorti cette connerie, à savoir, vous savez, c'est facile pour les États-Unis de sanctionner, je ne sais pas moi, un Joseph Lambert, de sanctionner un Yuri la tortue, mais s'agissant de sanctionner des gens qui résident chez nous, vous savez, ils ont des droits, mon œil. Parce qu'ils ont des droits, vous ne pouvez pas les sanctionner. Parce qu'ils ont des droits, vous ne savez pas qu'ils sont impliqués effectivement dans la corruption, dans le détournement de fonds publics. Hey, un petit mot simple, Petro-Caribé, 25 stades de Laurent Lamotte. Petro-Caribé, détournement, n'est-ce pas, de près de 4 à 5 milliards de dollars. Les États-Unis disent, mais vous savez, ils résident chez nous, on ne peut pas les sanctionner. Opération Grâce pour Haïti, le marathon de la charité, de la foi, de l'espérance et de l'indépendance qu'a frappé peuple conscience aujourd'hui pour venir protécoller dans la renaissance de la nation haïtienne. Plan d'action, c'est un projet jardin agriculture dans 7 départements géographiques pays, ouest, centre, Atibonite, nord, Nip, sud-axe, sud-est. 7300 citoyens capables de bénéficier d'une activité rentable. Projet a coûté 52 millions de gourdes, équivalent à 425 000 $ US. Participation par an, c'est by $1 par semaine, soit 52 $ par année, avec participation 1 million haïtiens, font ça capable de récolter pour la réussite de ce projet. C'est un véritable cadeau pour 219e anniversaire indépendance pays d'Haïti. Pour participer activement dans le projet SILA, on soit bas contribution Paul, il est 908 560 2017. 908 560 2017. Ou capable de visiter tout site internet Opération Grâce for Haiti.us. Opération Grâce for Haiti.us. Ou capable de contribution online. Et là, l'Union européenne, avec la France comme major player, avec la France comme grand joueur, nous a encore roulé dans une farine beaucoup plus
humiliante et nous a roulé dans une farine beaucoup plus insultante pour l'intelligence. Quand vous regardez la liste des sanctionnés par l'Union européenne, on parle de Jimmy Cherizier Barbecue, comme si c'est Jimmy Cherizier qui se rendait jusqu'aux États-Unis pour négocier la vente ou l'achat des armes, comme si c'est Jimmy Cherizier qui a fait le voyage en transportant lui-même ses armes depuis les États-Unis, en passant par la République dominicaine, armes et munitions. Donc l'Union européenne, avec la France comme manipulatrice et comme État assassin comme toujours, l'Union européenne s'est contentée de sanctionner les Jimmy Cherizier, les Vitellum, etc. Et les États-Unis, qui se moquent de la gueule des Haïtiens, y est allé, si vous voulez, d'un coup de poker encore plus insultant pour notre intelligence. Les États-Unis ont mis la tête de Barbecue, la tête de Vitellum, n'est-ce pas, à prix. Les États-Unis promettent une grande récompense à tous ceux qui auront aidé à capturer, à faire arrêter, n'est-ce pas, Jimmy Cherizier. Aïe, aïe, aïe. Vous savez pourquoi ils font ça? Parce que nous sommes un pays de nègres. Quand les États-Unis ont voulu arrêter Guy Philippe, est-ce qu'ils ont promis une récompense de 1 million de dollars pour tous ceux qui allaient aider à l'arrestation de Guy Philippe? Non. Les États-Unis se sont arrangés avec le pouvoir en place d'alors, le pouvoir de Josler-Mepривert, un pouvoir qui était, si vous voulez, dans ces derniers jours, puisque les élections venaient d'être organisées. Les États-Unis se sont arrangés pour avoir les papiers qu'il faut au terme d'un accord signé entre René Préval et justement les Américains. Ils sont arrivés, ils ont cueilli Guy Philippe, qui fut élu sénateur. Qui fut élu sénateur, et des questions peuvent se poser, n'est-ce pas, quant à la manière dont on l'a arrêté. Les policiers, ou du moins certains policiers, étaient au courant. Et voilà qu'au détour d'un prétexte d'une entrevue qu'il allait donner à une station de radio privée, eh bien, les États-Unis sont arrivés, ils ont arrêté Guy Philippe, qui s'est laissé faire. Qui s'est laissé faire, et là, il se trouve en prison aux États-Unis. Donc, quand les États-Unis veulent arrêter quelqu'un, ils l'arrêtent. Quand les États-Unis, rappelons-le, voulaient arrêter, n'est-ce pas, Manuel Noriega de Panama, le chef d'État, militaire de son État, donc qui avait acquis à sa cause une bonne partie, sinon la plus grande partie de l'armée, n'est-ce pas, du Panama, les États-Unis sont arrivés, ils ont arrêté Noriega. Noriega est allé se cacher dans les locaux de l'ambassade, n'est-ce pas, du Vatican. Eh bien, au grand mépris du droit international, les États-Unis l'ont cueilli là. Et là, il a fait la prison aux États-Unis et ensuite, il a fait la prison dans un autre pays en Europe. Donc, quand ces pays-là, qui ont eux-mêmes créé ce qu'on appelle le nouvel ordre international, le droit international, eh bien, c'est un ordre, mais à bien des égards, c'est un chaos, mais c'est un système qu'ils créent à leur propre avantage. Donc, vous imaginez vraiment que si les États-Unis voulaient arrêter Cherizier, si les États-Unis voulaient arrêter, n'est-ce pas, Vitellum, les États-Unis se formaliseraient de publier n'est-ce pas, une annonce disant « Nous sommes prêts à payer jusqu'à 1 million de gourdes, mon œil ». Quand ils devaient arrêter Saddam Hussein, qui ne leur a rien fait, ne sont-ils pas allés en Irak? Ils ont déconstruit le pays, ils l'ont morcelé, ils l'ont charcuté et ils sont allés chercher Saddam Hussein dans sa cachette. Ils l'ont arrêté. Alors, quand les États-Unis disent, écoutez, il est plus facile pour nous de sanctionner, je ne sais pas, Barbecue, de sanctionner Joseph Lambert, de sanctionner Yuri la Tortue, je ne verse pas une larme pour ces gens-là, mais on a tous compris rapidement que les États-Unis, c'est un pays de bluffeurs. L'État américain ne veut pas aider à résoudre la crise de l'insécurité. L'État américain, n'est-ce pas, tire profit de la crise de l'insécurité actuelle, car aussi longtemps
que cette insécurité-là perdure, on ne peut se mettre ensemble pour porter l'assaut final, n'est-ce pas, au pouvoir d'Ariel Henry. Donc, le Canada dit, moi, j'aurai une vraie liste de sanctionnés. Les États-Unis disent, écoutez, votre liste, je ne peux pas marcher là-dedans. Et un journaliste a même posé la question à celui qui est chef de mission des États-Unis à Port-au-Prince. Le Canada y va d'une liste de sanctionnés et vous-même, vous traînez la patte, vous ne suivez pas la liste des sanctionnés du Canada. Et le chef de mission des États-Unis à Port-au-Prince eut le culot, il eut le toupet de dire « Nous soutenons le Canada dans ce qu'il fait, mais nous, notre droit ne nous permet pas de tout faire. » Donc, le Canada a dit, pour revenir à la déclaration de Justin Trudeau, nous sanctionnons des gens, nous sanctionnons des gens de la classe d'affaires, nous sanctionnons des gens de la classe politique pour corruption, pour, si vous voulez, complicité dans le trafic de la drogue, pour, si vous voulez, complicité dans l'armement des bandits, mais les États-Unis ne font pas leur part. Bravo, Justin Trudeau. Bravo, ça c'est la vérité. Quand un politicien dit la vérité, n'est-ce pas, pour rares que soient ces moments de vérité, il faut s'arrêter pour l'applaudir. J'en félicite Justin Trudeau. Je suis sûr que s'il avait été briefé, sa déclaration n'aurait pas été tournée dans ce sens-là. Donc, Justin Trudeau dit, les États-Unis ne font pas leur part, la France empêche l'Union européenne de faire sa part. Et vous savez ce que ça veut dire? Vous vous souvenez que les États-Unis, le Canada, avaient promis une large liste de sanctionnés de l'ONU qui sortirait au mois de mars ou au mois d'avril? Vous allez voir. Le mois de mars, le mois d'avril vont s'écouler, il n'y aura pas de liste. Parce que cette liste-là va mettre à nu le dissensus entre le Canada et les États-Unis, parce qu'une liste de sanctionnés publiée par les Nations Unies, cela voudrait dire que tous les pays membres des Nations Unies, on parle de 193 membres, n'est-ce pas, seraient obligés de mettre à exécution les mesures disciplinaires imposées à ces sanctionnés. Imaginez les avoirs de Bijo, gelés dans n'importe quel pays du monde, y compris dans ses comptes offshore. Imaginez les avoirs de Laurent Lamotte gelés, où qu'il se trouve, que ce soit en Afrique ou en Amérique. Imaginez les avoirs de Michel Martelly gelés, où qu'il se trouve, n'est-ce pas, dans le monde. Alors là, les États-Unis vont tout faire pour empêcher qu'il y ait une véritable liste, parce que les Michel Martelly, les Laurent Lamotte et les autres demeurent les poulains sur lesquels ils veulent compter pour maintenir Haïti dans un état de sous-humanité. Vous dites, mais quel intérêt les États-Unis ont-ils à maintenir Haïti dans un état de sous-humanité? Eh bien, leur ancien président Franklin Delano Roosevelt eut à dire que le peuple haïtien est un peuple si singulier, il est un peuple si vertical que la seule façon de le contrôler, c'est de le diviser, c'est de dresser les gens à chaussures contre les va-nu-pieds, c'est de dresser les gens à teint clair contre les gens, n'est-ce pas, à teint foncé. C'est ainsi qu'on va, n'est-ce pas, maintenir notre mainmise sur eux. Autrement, eh bien, Haïti deviendra un véritable miracle, ce qu'il est déjà. Alors, ils vont continuer à nous diviser comme ça. Bravo, Trudeau. Oui, les États-Unis se foutent de la gueule du monde en laissant croire qu'ils veulent aider à résoudre le problème. Non, ils ne veulent pas aider à le résoudre. Les États-Unis n'ont jamais voulu qu'Haïti se sorte de cette crise. Donc, Trudeau a bien dit, il y a une famille d'oligarques, enfin, une dizaine de familles d'oligarques, lesquelles dizaines sont responsables, n'est-ce pas, de la crise actuelle. Ce sont des familles qui corrompent, ce sont des familles qui mettent des armes aux mains des bandits, ce sont ces mêmes familles-là qui, par leurs alliés, négocient l'achat d'armes lourdes en les faisant passer soit dans leur propre port, vous suivez mon regard, ou à travers les douanes d'Haïti, par la République dominicaine, tout le monde sait ça.
2. Trudeau a dit, nous on fait notre part, mais les États-Unis et la France, par l'Union européenne, ne font pas leur part. Bravo Trudeau. Et donc il dit, la solution ce n'est pas d'envoyer quelques soldats en Haïti. D'ailleurs, si la solution consistait à envoyer quelques soldats en Haïti, faites-moi confiance, les États-Unis auraient déjà envoyé leur GI. Oui, bien sûr. Si les barbecues, si les vitellums, si les tilapli, timacaques, ticochons, tipoules ne travaillaient pas indirectement pour le département d'État, si ces gens-là ne recevaient pas leurs instructions, n'est-ce pas, des stratèges du département d'État qui font ce qu'on appelle du conditionnement, de l'ingénierie sociale, qui font de la déstructuration systématique de l'État, faites-moi confiance, les services secrets du département d'État seraient entrés en Haïti et, sans crier gare, ils auraient capturé ces gens-là, ils les auraient montrés en photo comme trophée et ils les auraient conduits quelque part dans une prison, dans un État du Sud. Donc, ils ne veulent pas. Et ça, nous le savions. Nous l'avions toujours dit. Trudeau, qui n'était pas briefé. Il ne faut pas penser que Trudeau est devenu sincère tout à coup, non. Il ne faut pas penser que Trudeau est devenu un ennemi des Américains tout à coup, non. Je suis sûr que Trudeau, après cette déclaration spontanée, son équipe, son chef de cabinet, ou bien un ministre de son équipe a appelé l'ambassadeur des États-Unis accrédité au Canada pour dire, écoutez, le Premier ministre y est allé d'une déclaration un peu forte qui n'a pas traduit le fond de sa pensée. Il ne faut pas y accorder trop d'attention. It's just politics. C'est comme ça que les choses se font. Quand je me rappelle sous Jean Chrétien, quand un député fédéral avait fait une déclaration, si vous voulez, désobligeante vis-à-vis du président des États-Unis d'alors, George Bush. Imaginez un député du Canada qui est dans un parlement du Canada, donc pays souverain, dans un parlement haut lieu de souveraineté nationale, et un parlementaire qui fait une déclaration dans le Parlement canadien, au terme de la Constitution canadienne, est couvert par ce qu'on appelle l'immunité parlementaire, parce que sa déclaration est faite au sein du Parlement. Eh bien, devant cette déclaration désobligeante, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû s'excuser auprès du patron véritable, le président des États-Unis. Vous entendez ça? Un député qui avait fait une déclaration désobligeante, je pense que c'était sous le gouvernement de Jean Chrétien, avec George Bush en tout cas comme président des États-Unis, c'était dans le contexte très frileux, très explosif de l'intervention illégale des États-Unis en Irak. Eh bien, ce député, donc dépositaire aussi de la souveraineté canadienne, a fait une déclaration au sein du Parlement. Il a dû s'excuser parce qu'il avait mal fait paraître les États-Unis. La vérité, c'est que le Canada dépend à ce point des États-Unis en matière de sécurité, le NORAD. Le Canada dépend à ce point, n'est-ce pas, l'économie du Canada dépend à ce point de ses échanges avec les États-Unis. Vous savez, c'est des milliards de dollars. Hein? Ce sont des milliards de dollars qui passent tous les jours de la frontière terrestre entre les États-Unis et le Canada. C'est d'ailleurs la plus longue frontière entre deux pays. Ce sont des milliards de dollars qui se passent là. Vous pensez que le Premier ministre, s'il était briefé, il aurait choisi de mal faire paraître les États-Unis? Non, il l'a fait spontanément. Parce que je l'ai dit, c'est un Trudeau, on va revenir à cela. Mais je suis sûr que sa chef de cabinet ou quelqu'un de son PMO, de son Prime Minister Office, de son bureau du Premier ministre, a appelé l'ambassadeur des États-Unis pour dire « Excusez-nous, ne tenez pas compte de cela, it's just politics ». Donc, il ne faut pas être naïf en pensant que le Canada va de plus en plus s'éloigner des États-Unis, non. Trudeau demeure un Trudeau, et parce que c'est un Trudeau, il va toujours être méfiant vis-à-vis de ce que son papa appelait le grand éléphant. Pierre Elliott Trudeau disait, écoutez, les États-Unis ont le rhume et c'est nous, au Canada, qui avons l'atout.
Vous savez, c'est pour dire à quel point nous sommes, si vous voulez, inextricablement liés aux États-Unis. Mais c'est un Trudeau. C'est un Trudeau, je le disais au début de l'émission, dans les années 70, lorsque les États-Unis de Richard Nixon voulaient avoir l'air d'être tough sur les pays communistes. Richard Nixon a demandé à Trudeau de prendre ses distances vis-à-vis de Cuba. N'oublions pas que c'est un Trudeau qui avait fait le tour du monde et qui s'est rendu en Chine et qui a, si vous voulez, régularisé ses relations diplomatiques avec la Chine communiste. C'est aussi un Pierre Elliott Trudeau qui s'est rendu à Cuba avec sa famille. J'ai parlé de ces archives où l'on voit Fidel Castro tenir, n'est-ce pas, le petit Justin Trudeau dans les bras. Mais c'est aussi ce Pierre Elliott Trudeau qui a fait un doigt d'honneur à Richard Nixon. Lorsqu'un journaliste lui a dit, écoutez, vous savez que les services secrets américains vous suivent dans vos déplacements, vous vous êtes rendu, n'est-ce pas, à Cuba, aux grandes dames des Américains, le président Nixon n'est pas d'accord avec vous. Et là, Pierre Elliott Trudeau, dans un geste de bravade très digne de lui, a fait un doigt d'honneur devant les caméras à Richard Nixon, en l'envoyant se faire paître. Oui. Et donc, le petit Justin, fils de Pierre Elliott Trudeau, garde ces atavismes-là, il garde ces réflexes-là, mais ne soyons pas naïfs au point de croire que le Canada va de plus en plus prendre ses distances de la politique mortifère des États-Unis en ce qui a trait au peuple haïtien. Donc Trudeau a dit deux vérités. De un, il y a une dizaine de familles d'oligarques qui sont responsables de toute cette merde dans notre pays. De deux, les États-Unis et la France se foutent de notre gueule en ce qu'ils ne veulent pas résoudre véritablement la crise de l'insécurité. Et on parie un petit 2, nous allons attendre longtemps, des anges vont nous sortir par les oreilles avant que les Nations Unies sortent une liste des sanctionnés d'Haïti. Pourquoi? Parce que cette liste-là va mettre à nu tous les jeux de coulisses, va mettre à nu, n'est-ce pas, cette liste-là, toutes les laideurs des États-Unis dans le maintien de l'insécurité en Haïti. En sorte que, si liste il y aura, ça va être une courte liste avec quelques noms qui sont déjà, n'est-ce pas, livrés en pâture, n'est-ce pas, à la vindicte populaire, mais les véritables joueurs ne se retrouveront pas sur cette liste, puisqu'à chaque fois, les États-Unis et la France vont s'opposer à la publication d'une vraie liste qui voudrait dire que désormais tous les pays du monde, les 193 pays des Nations Unies, seraient obligés de sanctionner, de geler les fonds de ces salopards, n'est-ce pas, de les empêcher de voyager jusque chez eux. Les États-Unis ne sont pas prêts à cela. Mais Trudeau n'a pas tout dit. On va voir ce que Trudeau n'a pas dit et c'est important. On prend une pause, je vous reviens après la dite pause. À bientôt. Le voici, il vient de sortir de presse. Eh bien, comme convenu, depuis le 1er octobre, donc il est disponible, et ceux qui l'avaient précommandé sont en train de le recevoir ou vont le recevoir. Au fait, ceux qui avaient commandé la version française sont en train de recevoir leur copie. Quant à la version anglaise, elle sort de presse le 10 octobre prochain, et si vous l'aviez précommandé, vous allez recevoir votre copie dans les jours qui suivent. C'est une biographie à laquelle j'ai consacré beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie, plus de 390 pages de biographie sur Toussaint Louverture. On y découvre un Toussaint Louverture très fier, un Toussaint Louverture sans complexe, un Toussaint Louverture très proche de son peuple. Il recevait tous les soirs en sa résidence Monsieur et Madame Tout-le-Monde pour s'assurer que ses politiques publiques étaient en parfaite adéquation avec les besoins de son peuple. On y découvre aussi un Toussaint Louverture qui construisait des écoles, qui construisait des villes, un Toussaint Louverture qui prononçait des discours dans l'intention ferme que ces phrases soient retenues par la postérité. Et en parlant de phrases, je vais vous faire une citation au fait de Toussaint Louverture. C'est l'une de ces phrases
que je préfère, d'autant qu'elle est pertinente dans notre Haïti d'aujourd'hui. Écoutez ce qu'avait prononcé Toussaint Louverture lors d'un discours au Mall Saint-Nicolas. Il est facile d'abattre l'arbre de la liberté, mais pas si facile de lui redonner vie. Je pense que nous sommes en train de vivre cela. Il est tellement facile d'abattre quelque chose de grand, quelque chose de noble, mais s'agissant de reconstruire, n'est-ce pas, cet héritage, c'est plus difficile. Honnêtement, c'est un livre à avoir, c'est un livre à lire en tant que noir, en tant qu'haïtien, en tant que personne de bonne volonté qui s'intéresse à l'autodétermination des peuples. C'est un livre à donner, à passer à ses enfants pour qu'on réalise à quel point nos ancêtres étaient en avance sur leur temps. Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, désormais disponible partout et en particulier sur mon site. Toussaint Louverture. Avez-vous votre copie? Allez, à bientôt. Justin Trudeau n'a pas tout dit. Oui, je l'ai félicité pour avoir dit deux vérités. Mais il faut tout de suite lui faire des reproches acerbes sur ce qu'il n'a pas dit, car ce qu'il n'a pas dit est plus énorme que ce qu'il dit. D'abord, Justin Trudeau n'a pas dit que la crise d'insécurité actuelle, c'est une crise politique. Si les gangs, les gangsters, les bandits, les utilisateurs des armes lourdes, n'est-ce pas, peuvent entrer chez des gens, s'ils peuvent, en pleine rue, n'est-ce pas, bloquer des passants pour, n'est-ce pas, les kidnapper au vu et au su de tout le monde, c'est parce qu'au niveau politique, Ariel Henry a passé les instructions à son chef de police et à son ministre de la Justice, qui n'est pas ministre du tout, à son ministre de la Sécurité publique, qui n'est ministre de rien du tout. Donc Ariel Henry a passé le mot d'ordre de ne rien faire. Le mot d'ordre, c'est la sinécure. On ne fait rien. On ne fait rien. Imaginez une ministre de la Justice qui est payée pour faire justice. Imaginez un ou une ministre de la Sécurité publique qui est payé pour sécuriser les gens. Imaginez un gouvernement dont la mission régalienne première, c'est de protéger sa population sur un certain territoire, qui ne déploie aucun effort pour y arriver et qui se contente de demander l'invasion de son pays par une armée étrangère. Donc il y a une commande politique. Justin Trudeau ne l'a pas dit ça. Car s'il l'avait dit, il serait bien obligé de dire mea culpa, mea maxima culpa, en ma qualité de Premier ministre du Canada, car après l'assassinat de Jovenel Moïse, assassinat commandité par les États-Unis d'Amérique, après l'assassinat de Jovenel Moïse, c'est encore le core group créé entre autres par le Canada qui a nommé Ariel Henry par un tweet et qui le maintient au pouvoir. Vous le remarquez, ça? Le pays d'Haïti, au moment où l'on se parle, n'a aucun élu, aucun élu. Donc, tous ceux qui sont au pouvoir, qui s'appellent ministres de ceci, ministres de cela, ce sont tous des ministres de rien du tout, eh bien, ils ne détiennent aucune légitimité constitutionnelle. Donc, ce sont des gens de facto, des dirigeants de facto, dont les actions sont frappées d'inconstitutionnalité. Tout ce qu'Ariel fait est frappé d'inconstitutionnalité, mais non seulement ne détiennent-ils aucune légitimité constitutionnelle, mais ils détiennent aucune légitimité populaire. Ça, Justin Trudeau le sait. Son ambassadeur est au courant des sondages, il entend bien, puisqu'il comprend bien le créole, n'est-ce pas, les radios, il suit, n'est-ce pas, les médias sociaux, il est très actif sur les médias sociaux, il sait que l'équipe d'Ariel Henry est décriée. Mais pourquoi Justin Trudeau n'a-t-il pas dit, écoutez, l'équipe politique actuelle ne fait rien non plus pour résoudre le problème? S'il l'avait dit ainsi, ce serait un désaveu public vis-à-vis d'Ariel Henry. Ça, il n'ose pas le faire. Donc, il ne faut pas voir
en Justin Trudeau un allié du peuple haïtien dans sa lutte, non. Il ne faut pas voir en Justin Trudeau, si vous voulez, quelqu'un qui va travailler pour l'intérêt du peuple haïtien. Non. Justin Trudeau, qui n'a pas été briefé, y est allé d'un vieux réflexe trudeauiste, d'un réflexe, n'est-ce pas, de méfiance vis-à-vis des États-Unis. Mais une fois qu'on a mis ce cadre-là sur la déclaration de Trudeau, il faut tout de suite dénoncer ce qu'il n'a pas dit. Et pour que l'opinion publique canadienne comprenne ce qui se passe véritablement en Haïti, moi je vois, comme vous d'ailleurs, ces articles de la presse qui sont des articles commandés, on ne va pas se mentir. Il y a une certaine frange dans la chancellerie du Canada qui veut y aller d'une intervention militaire en Haïti pour affirmer le leadership canadien. Trudeau n'en veut pas. Et donc, c'est cette frange de la chancellerie qui nourrit la presse et qui, pendant la semaine, nous a sorti jusqu'à 3 ou 4 articles sur Haïti. Je suis au Canada depuis, ma foi, 34 ans. C'est du jamais vu. Sauf lorsqu'il y a une grande catastrophe, comme lors du tremblement de terre, où c'est payant d'écrire des articles comme ça, parce que tout le monde est émeu. Quand vous voyez la presse faire 2-3 articles par semaine sur Haïti, il ne s'agit pas du journalisme, il s'agit tout simplement du militantisme. Ce sont des articles qui sont commandés par des gens de la chancellerie, n'est-ce pas, du Canada, et qui voudraient que le Canada intervienne militairement, ce que Trudeau ne veut pas faire, qui commande, n'est-ce pas, ce genre d'article-là. Et donc, pour que l'opinion canadienne comprenne véritablement ce qui se passe, le problème d'insécurité, mes chers amis canadiens, mes chers amis québécois, est d'abord un problème politique. Tous les experts en sécurité, je parle des experts haïtiens, car il y en a, ne vous trompez pas, tous les experts haïtiens disent que s'il y avait une volonté politique de résoudre le problème, le dit problème serait résolu en 3 mois. Donc si on ne touche pas au barbecue, si on ne touche pas au vitellum, si on ne touche pas au timacac, c'est-à-dire tous ceux qui utilisent des armes, ce sont des utilisateurs des armes. Car il y a les utilisateurs, mais il y a les véritables détenteurs de ces armes-là, ceux qui vont les acheter aux États-Unis et qui les mettent aux mains de ces gangsters. S'il y avait une volonté politique de s'attaquer au problème, on commencerait par arrêter ces gens-là. Je n'ai même pas dit qu'on commencerait par les identifier, on les connaît. Ensuite, on aurait bouclé Port-au-Prince selon la stratégie que le colonel Himmler-Rébu, n'est-ce pas, a partagée avec mes auditeurs sur mon plateau mercredi dernier. Et en 3 mois, le problème aurait été résolu. Donc, s'il y a crise d'insécurité, c'est parce qu'il y a crise politique. Trudeau n'a pas dit que l'équipe politique en place ne fait rien pour résoudre le problème. Il ne saurait le dire. Parce que le dire, ce serait se blâmer lui-même. Il ne saurait le dire, car le dire reviendrait, n'est-ce pas, à se demander, mais puisque c'est nous du corps groupe qui l'avons nommé, puisque c'est nous du corps groupe, le corps groupe, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est un syndicat mafieux des ambassadeurs étrangers accrédités en Haïti. Et dans cette mafia, n'est-ce pas, des ambassades, se trouve en tête de liste l'ambassadeur du Canada, l'ambassadeur de la France, l'ambassadeur des États-Unis, toujours les mêmes mafieux. Alors, sachez à quelle fin votre argent en tant que contribuable canadien est utilisé. Donc, s'il y avait une volonté réelle de résoudre le problème, on commencerait par dire que le problème est de nature politique. Trudeau ne le dit pas. Parce qu'il veut maintenir Ariel. Parce qu'il veut qu'il y ait une passation de pouvoir entre Ariel et un autre affidé du PHTK. Parlons de PHTK. Restons-en dans la nature politique de la crise. Trudeau n'a pas tout dit. Car si Trudeau avait tout dit, il nous aurait rappelé que cette crise d'insécurité qui consiste à mettre aux mains de jeunes désœuvrés des armes de guerre, elle s'est intensifiée sous le régime PHTK de Michel Martelly et de Jovenel. Et je choisis mes verbes, intensifier. Je n'ai pas dit que ce problème de circulation d'armes illégales en Haïti a commencé avec le PHTK.
J'aime à rappeler que ce problème-là a commencé probablement vers la fin des années 80 ou sûrement au début des années 90. On a vu une intensification de ce problème sous le régime Lavalas de Jean-Bertrand Aristide qui a mis aussi, il faut le dire la vérité, n'est-ce pas, qui a mis aussi des armes dans les mains de jeunes dans des quartiers désœuvrés. Donc si on a une approche, si vous voulez, diachronique de la circulation des armes illégales au pays, il faut avoir le mal courage, il faut avoir l'intégrité intellectuelle de dire que le régime Lavalas de Jean-Bertrand Aristide avait mis aussi des armes aux mains des jeunes. Honte à vous. OK? Mais on n'était pas à ce degré de pourrissement-là. Ce pourrissement-là de la circulation d'armes illégales au pays, ce pourrissement qui consiste à mettre des armes aux mains des bandits pour se maintenir au pouvoir, on l'a vu surtout sous le régime de Michel Martelly et de Jovenel Moïse. D'ailleurs, l'un des ministres de la sécurité publique de Michel Martelly et de Jovenel Moïse a dit, écoutez, il faut justement fédérer les gangs, il faut leur donner des armes, car eux, ils appellent ça un traitement de choc. C'est en armant les bandits qu'on va effrayer nos adversaires politiques, en sorte que lorsque viendra le temps d'organiser des élections, nos adversaires ne pourront pas participer car ils vont être effrayés. Ça va être nous, encore nous et toujours nous, du PHTK. Et donc, si Trudeau avait tout dit, il aurait rappelé, mais ce régime de PHTK-là, de Michel Martelly, ce régime n'a jamais été élu par la population. Le Canada a organisé une fraude électorale massive pour imposer Michel Martelly à la tête du pays. Ce n'est même pas seulement nous les Haïtiens qui le disons. Ce ne sont pas seulement ceux qui ont eu les vrais chiffres qui le disent. Mais c'est des étrangers eux-mêmes. Pensez à un Ricardo Setenfus qui fut représentant de l'OEA lors de l'organisation de ces élections et qui a participé à ces rencontres où le Canada, les États-Unis et la France ont mis tout en œuvre cette machine frauduleuse pour imposer Michel Martelly de Bill Clinton à la tête du pays. Le Canada a donné son accord. C'est tellement vrai que lorsque le CEP, le Conseil électoral provisoire d'Haïti, a publié ces chiffres, ces vrais chiffres, pour dire voici les 2 candidats qui sont éligibles au second tour, le premier pays à exprimer son désaccord et à menacer Haïti de sanctions, c'était le Canada, par la voix de son ministre des Affaires étrangères d'alors, qui a dit, pince sans rire, nous n'accepterons pas ces chiffres-là, nous, les chiffres qu'on a, veulent que ce soit Michel Martelly, alors on ne va pas oublier ça. Le Canada était et est encore, n'est-ce pas, à la tête d'une fraude électorale pour ravir au peuple haïtien son droit d'élire, n'est-ce pas, ses dirigeants. Vous imaginez le Canada qui fait la promotion des droits de l'homme dans le monde. Vous imaginez le Canada qui prétend être un État de droit. Il l'est pour lui-même parce que c'est un pays de blancs. Mais dès que vous ne faites pas partie, n'est-ce pas, du cénacle des pays de blancs, le Canada vous traite, n'est-ce pas, comme des moins que rien. Il vous impose des politiciens non élus. Ils maintiennent au pouvoir des gens qui n'ont aucune légitimité constitutionnelle. Ils s'en foutent parce que de toute manière, c'est un pays de nègres. Donc Justin Trudeau n'a pas tout dit. S'il avait tout dit, il serait amené à désavouer Ariel Henry. S'il avait tout dit, il serait amené à blâmer le Canada pour avoir présidé au renversement d'un seul président élu démocratiquement dans ce pays. Le président Jean-Bertrand Aristide, j'ai exprimé mes réserves, j'ai exprimé mes désaccords. N'est-ce pas? Je l'ai blâmé pour cette manœuvre d'armer des jeunes de manière à se maintenir au pouvoir. Mais on n'oubliera jamais que le Canada, par son initiative d'Ottawa en Haïti, a renversé le seul régime démocratiquement élu dans ce pays dans plus de 200 ans d'histoire. Le Canada, les États-Unis et la France ont fomenté un coup d'État à partir de 2003, coup d'État qui va se
se réaliser en 2004 contre le régime du président Jean-Bertrand Aristide. Imaginez un pays souverain, démocratique, qui entre dans un autre pays souverain qui a élu un président démocratique et qui le renverse. En 2004, lorsque les États-Unis, le Canada et la France ont fait leur coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide, il y avait 7000 élus. Aujourd'hui, suivez ma main, il y en a 0. Mais le Canada est responsable de tout cela. Non seulement le Canada est-il responsable de tout cela, mais il encourage le Canada. Le premier ministre de facto Ariel Henry, il l'encourage dans ses décisions illégales, inconstitutionnelles et illégitimes. Contrairement aux vœux de la Constitution, le premier ministre actuel, qui n'est pas président, vient de nommer 8 juges à la Cour de cassation. Ce sont des juges mal nommés, ce sont des juges illégalement nommés parce que Ariel n'a pas la provision légale pour procéder à cette nomination. Mais imaginez, les premiers pays à se réjouir d'une telle nomination illégale, c'est encore les États-Unis, la France et le Canada. Donc, le Canada, la France et les États-Unis sont les premiers responsables de l'instabilité politique au pays. Parce qu'ils nomment à la présidence ou à la primature ou au Sénat ou au Parlement des gens qui n'ont jamais été élus, ils s'en foutent. Et une fois qu'ils installent ces gens-là de facto à la tête de notre pays, eh bien, ils les encouragent à prendre des décisions illégales. Donc Trudeau n'a pas tout dit. Si Trudeau voulait tout dire, il déclencherait une enquête publique sur le rôle du Canada dans l'instabilité politique d'Haïti. Il déclencherait une enquête publique sur le rôle du Canada dans le coup d'État de 2004. Il déclencherait une enquête publique sur le rôle du Canada dans l'élection frauduleuse et illégale de Michel Martelly. Il déclencherait une enquête publique sur le pourrissement de la crise haïtienne. Le Canada a une large part de responsabilité. Le Canada ne dit pas tout, parce que, je l'ai dit, l'État canadien de Justin Trudeau est un État hypocrite. En créole haïtien, on dirait qu'il fait un petit pas à gauche, donc un petit pas à gauche, un petit pas à droite, il fait du surplace, il recule. Il fait une déclaration qui fait applaudir certains Haïtiens, mais derrière cette déclaration, il n'y a aucune action. Le Canada n'est pas un allié du peuple haïtien, en tout cas pas l'État canadien. Alors il nous faut nous tourner vers nous-mêmes. Je l'ai dit, j'ai reçu cette semaine sur mon plateau, n'est-ce pas, le colonel Himmler Rébu, qui a dit que s'il y avait une autre équipe politique, s'il y avait un ministre de la sécurité publique qui connaît son rôle et qui n'a pas de blocage politique, le problème d'insécurité serait résolu en 3 mois. Il l'a dit. Ce n'est pas mon champ d'expertise. Allez écouter, n'est-ce pas, cet échange que j'ai eu avec lui mercredi dernier à mon émission En parler pour nous avancer. Il a dit que puisque Port-au-Prince est assiégé, puisque Port-au-Prince est pris d'assaut par des bandits, n'est-ce pas, des utilisateurs d'armes des familles d'oligarques, avec 16 000 hommes, je lui ai posé la question, est-ce qu'on a les 16 000 hommes? Il a répondu, oui, nous avons les 16 000 hommes. Avec 16 000 hommes, on aurait bouclé Port-au-Prince, on aurait décapité, c'est-à-dire neutralisé les chefs de bande, et on les aurait empêchés de fuir vers nos provinces, et en 3 mois, le problème serait résolu. Pourquoi le problème n'est pas résolu? Parce qu'on n'a pas une équipe politique qui veut résoudre le problème. Ça, les États-Unis le savent, ça. Cela, le Canada le sait. Cela, la France le sait. Donc, la communauté des nations malveillantes le sait. Avez-vous jamais entendu les États-Unis dire « l'équipe d'Ariel ne fout rien ». Non, parce que l'équipe d'Ariel satisfait aux desiderata des Américains. Donc, il y a une commande politique pour ne rien faire. Voilà pourquoi, et j'étais si heureux de l'entendre dire mercredi dernier sur mon plateau, le mot d'ordre en ce moment doit être un soulèvement, un sursaut collectif contre Ariel Henry.
arrêtons d'avoir les yeux tournés vers les États-Unis. Les États-Unis ne feront rien pour nous. Je ne leur demande rien non plus. Au contraire, les États-Unis cassent, si vous voulez, toute velléité de résistance chez nous en ouvrant leurs frontières. Je ne les blâme pas, ils ont besoin de main-d'œuvre. Et le taux de chômage étant endémique en Haïti, eh bien, ils savent qu'il y a là une manne, n'est-ce pas, du beau bon pas cher pour leurs industries là-bas. Et je ne reproche pas non plus aux Haïtiens de laisser par tous les moyens. Le pays est devenu, par la faute des États-Unis, du Canada, de la France et de leurs alliés locaux, ce pays est devenu un enfer. Donc si vous pouvez quitter, quittez. Et Biden encourage les gens à quitter pour casser la résistance. Il ne faut pas avoir les yeux tournés vers Trudeau. Trudeau, à la tête de l'État canadien, est complice de ce qui se passe là. Le démantèlement de l'État haïtien, l'instabilité politique en Haïti. Nous devons nous tourner vers nous-mêmes. Nous avons des compétences locales en matière de sécurité, mais ces gens-là n'ont pas l'effectivité du pouvoir. Pour résoudre le problème d'insécurité en Haïti, il faut avoir l'effectivité du pouvoir qu'il a en ce moment Ariel Henry. Pourquoi il l'a? Parce que le Canada, la France, les États-Unis le maintiennent là. Le mot d'ordre, et j'étais tellement heureux que le colonel Himmler et Bull ait enfin lâché ce mot, le mot d'ordre, c'est un soulèvement, un sursaut collectif contre Ariel. Et j'ai dit la semaine dernière, je lance ce défi à la communauté des nations malveillantes d'organiser des élections avec Ariel. Elle ne pourra pas le faire. Elle ne pourra pas le faire. Donc, qu'on le veuille ou non, Ariel va devoir partir plus tôt que tard. Je n'aime rien demander aux États étrangers, surtout pas au Canada, aux États-Unis et à la France. Mais si ces trois pays malveillants veulent se rendre un service, pas à nous. Si Justin Trudeau veut se rendre un service pour que nous envisagions, nous les Canadiens d'origine haïtienne, pour que nous envisagions une réconciliation possible avec l'État canadien. Je reprends ma phrase. Si Trudeau veut qu'on envisage une réconciliation avec l'État canadien, il faut distinguer l'État canadien de la population canadienne. Je suis citoyen canadien, j'en suis fier, je suis citoyen québécois. Mais je suis viscéralement un ressortissant haïtien. Et j'ai tout contre l'État canadien, tandis que j'ai rien contre la population haïtienne. Donc, si l'État canadien veut que nous, les ressortissants haïtiens, nous envisagions une réconciliation possible avec lui, l'État haïtien, Trudeau doit aller ramasser son colis en la personne d'Ariel. Il faut qu'il dise, qu'il désavoue Ariel. Car la solution du problème passe par le départ d'Ariel Henry et par la mise en place d'une nouvelle équipe politique qui va travailler à la reconquête de notre souveraineté, qui va travailler à la reconquête de notre dignité de peuple. Alors que Trudeau fasse une déclaration non briefée, une déclaration spontanée à la Trudeau, je veux bien, bravo. Mais vous n'avez pas tout dit, Trudeau. Et si vous voulez résoudre le problème, je ne vous demande pas d'envoyer votre armée de pédophiles chez nous. Je vous demande de désavouer Ariel. Et nous avons l'équipe, une équipe de patriotes, une équipe compétente, une équipe de gens non corrompus. Nous avons l'équipe qui va gérer une transition au cours de laquelle nous allons lancer les chantiers fondateurs de ce pays, les 14 chantiers dont je parle dans l'un de mes livres. Haïti, miroir d'une société en décomposition avancée. Et si on recommençait, on va prendre le temps de lancer les chantiers fondateurs de cette nation. On ne va pas se précipiter dans des élections bidons au terme desquelles c'est encore la même communauté de nations malveillantes qui va nous imposer un affidé de PHTK en la personne de Claude Joseph ou un autre. On va prendre le temps de lancer les chantiers fondateurs de ce pays, de mettre en place les structures pour un État véritablement démocratique et pendant ce temps, nous allons boucler Port-au-Prince, neutraliser les chefs
de gang en Haïti. Quand on dit chef de gang, pas seulement les utilisateurs des armes, mais ceux qui les commanditent et qui les commandent ces armes-là. Si vous voulez qu'on envisage, M. Trudeau, et je sais que vous avez des Haïtiens dans votre équipe, qui nous écoutent d'ailleurs, si Trudeau veut que les Haïtiens envisagent une réconciliation avec l'État canadien, qu'il désavoue publiquement Ariel Henry. Quant aux États-Unis, on ne leur demande rien. Ils feront rien. Ils feront rien. S'ils voulaient faire quelque chose, ils veilleraient à ce que des armes lourdes ne laissent pas leur territoire vers Haïti. Ils commenceraient par arrêter, par nommer, par sanctionner, par juger ceux qui commanditent ces armes-là, qui les commandent, qui les achètent. On ne veut rien savoir des États-Unis. Et je le dis, tout pouvoir patriote, tout pouvoir intègre, tout pouvoir qui comprend les enjeux internationaux, dans un premier temps, suspendrait les relations diplomatiques avec ces trois pays malveillants. On n'a pas le choix. Je vois le Mali aujourd'hui, je vois le Niger, le Nigeria, je vois le Burkina Faso remettre à sa place la France. Oh là là, ça me réjouit. Si les pays africains aujourd'hui, ces pays-là que Charles de Gaulle, dans son arrogance inqualifiable, appelait la France-Afrique, si ces pays-là aujourd'hui remettent la France à sa place d'assassin, à sa place de manipulateur, eh bien nous aussi un jour, nous parviendrons à maintenir à leur place le Canada, la France et les États-Unis pour qu'Haïti puisse respirer et lancer ses chantiers pour une nation véritablement démocratique. Ne nous décourageons pas, cela prendra du temps, mais cela arrivera. Déjà que nous sommes en train d'identifier nos ennemis, déjà que nous sommes en train d'identifier ceux qui se moquent de nous, une chose, une seule chose, Trudeau doit faire, désavouer Ariel. Et nous aurons une autre équipe politique qui va résoudre le problème d'insécurité en 3 mois. Merci de votre attention. J'espère vous avoir été utile. Partagez nos émissions dans vos réseaux respectifs. Likez-les, nos émissions. Et merci de continuer à commander ce Toussaint Louverture qui est une source inépuisable de courage, de patriotisme et de génie en matière de relations internationales, en matière de tactique militaire. Merci. On garde le moral encore une fois, car tant que va le moral, tout va. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.